Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, c'est un honneur pour moi de plaider devant une assemblée aussi prestigieuse. Mais l'heure est grave. Si je m'exprime aujourd'hui devant vous, c'est pour requérir la condamnation d'Hélène et de Paris. Ces individus abjects, perfides et dangereux ont conduit à la destruction de la cité de Troie. Quelle sera la prochaine cible ? À eux deux, ils ont fait subir au peuple troyen l'événement le plus dévastateur de son histoire. Ils n'ont pas hésité à laisser périr les leurs pour servir leurs intérêts propres. Leurs actes ont été égoïstes et leurs décisions ont été fatales pour Troie. Quelle sera la prochaine cible si nous ne les condamnons pas aujourd'hui ? Ils sont les Martin Fourcade des temps passés, aussi persévérants que précis, lorsqu'ils décident de frapper, ils anéantissent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, nous comptons sur vous pour rétablir la justice et éviter qu'un nouveau drame ne se produise. Que ces criminels soient punis pour avoir fait passer leur vil caprice avant l'honneur de leur patrie. Certains disent de Paris qu'il est chétif, faible, et qu'il a souffert d'avoir été abandonné par ses parents. Que nenni ! Ce passé pathétique l'a transformé. Aucune pitié ne peut être éprouvée à l'égard de Paris, qui est devenu aujourd'hui un être perfide et malhonnête, un monstre. Désormais, il veut être reconnu à tout prix et ferait n'importe quoi pour assouvir ses désirs, quitte à détruire son peuple pour être au centre de toutes les attentions. Cette avidité, Aphrodite l'a bien comprise en promettant à Paris l'objet de ses désirs. Vous le savez, Paris convoitait Hélène, mais il manquait tant de courage et de charisme qu'il n'était même pas capable de la séduire. La solution du lâche a été d'obtenir le soutien d'une déesse et de voler ce qu'il désirait. C'est ainsi qu'il s'est rapproché de Ménélas. Il a abusé de son hospitalité. Il a mangé à sa table. En l'absence de son hôte, il en a profité pour lui arracher son épouse et lui voler ses biens. Quel scélérat! Quelle fourbe! Enlever une femme, car on est incapable de la séduire à la régulière. À notre époque, on s'étonne que ce porc n'ait pas encore été balancé sur Twitter. Quant à Hélène, ne la voyez pas comme une simple victime. Non, Paris ignorait probablement qu'il allait trouver en elle son alter ego. Une femme aussi belle que manipulatrice. Une femme qui aime se faire désirer et attiser les convoitises. À quelle fin ? Rien que pour le plaisir jouissif de voir les hommes se déchirer entre eux pour gagner ses faveurs. Hélène et les garçons. Hélène est belle et elle le sait. Cette beauté a provoqué tant de conflits que son père lui-même a été contraint d'instaurer un pacte pour rétablir la paix dans le royaume de Sparte. Mais une fois le pacte passé, elle s'est ennuyée, la pauvre Hélène, de voir que les hommes ne se battaient plus pour elle. Elle s'est ennuyée dans sa vie paisible avec Ménélas. Hélène est devenue lasse. De fait, Paris est tombé à pic. L'excitation de la fuite, des hommes qui allaient suer sang et eau pour la récupérer, des hommes prêts à détruire une cité s'il le fallait. Comment résister au sentiment de puissance qui l'a envahi à nouveau ? Hélène se réjouissait de provoquer encore la confusion et d'attiser, comme jadis, la jalousie entre les hommes. Oh non, elle ne se prend pas pour la queue d'une poire, la belle Hélène. En bonne manipulatrice, Hélène a toujours un coup d'avance. Quand des guerriers sanguinaires sont partis à leur trousse, elle ne dit rien. Quand le cheval de Troie, s'apprête à franchir les portes, elle ne dit rien.
alors qu'elle avait bien reconnu Ulysse, grimé en esclave dans la ville. Vous l'avez compris, Hélène est le cliché de la femme mystérieuse, qui en sait bien plus qu'il n'y paraît. Derrière ses airs de Miss Sparte 1180, se cache en réalité une psychopathe, en permanence en train de planifier son prochain attentat. Hélène et Paris. Ces deux individus se sont bien trouvés, aussi égocentriques et mégalomanes l'un que l'autre. Il était évident que leur chemin allait se croiser et que leur union allait tout détruire sur son passage. Le couple infernal savait qu'en s'enfuyant ensemble de Sparte, une guerre terrible allait débuter. Comment pouvait-il en être autrement, puisqu'ils avaient violé le serment de Tyndare? Pourtant, aucun des deux ne s'en est soucié. L'ivresse, provoquée par le sentiment de toute puissance, était bien trop agréable pour que Hélène et Paris ne pensent à prévenir le peuple troyen du danger qu'il courait. De l'égoïsme à l'état pur. La suite de l'histoire, vous la connaissez. À la recherche d'amour, gloire et beauté, Hélène et Paris ont laissé les Troyens se faire tuer et leur honneur être bafoué. Rappelez-vous à quel point leur cité était enviée et admirée il y a quelques années. De Rhodes à Babylone, on vantait la qualité de vie et l'ordre qui y régnait. Et il ne reste aujourd'hui que les cendres d'une cité humiliée. Il est inadmissible de laisser Hélène et Paris continuer à mépriser toutes les valeurs et les lois de ce royaume. Ces personnes volent, trompent et regardent les innocents se faire tuer. Que faut-il de plus pour les arrêter? Allons-nous attendre qu'ils commettent un nouveau crime avant de réagir? Combien d'hommes, de femmes et d'enfants vont encore être emportés? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Hélène et Paris doivent payer pour les atrocités dont ils sont coupables. Ne soyons pas aveuglés par ce qu'ils appellent amour, alors qu'il ne s'agit que d'égoïsme. Ne laissons pas une nouvelle tragédie se produire et un autre peuple périr par leur faute. Je compte sur vous aujourd'hui, sur votre bon jugement et votre clairvoyance pour rendre justice aux Troyens en condamnant le plus sévèrement qui soit Hélène et Paris. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. Je me présente aujourd'hui devant vous avec l'intime conviction que la vérité doit être rétablie. Hélène et Paris se retrouvent sur les bancs des accusés avec comme seul crime le fait de s'être aimés. Car oui, il s'agit bien ici d'amour, d'un amour vrai qui emporte tout sur son passage, d'une passion qui pousse à transgresser les règles et à suivre ses sentiments plutôt que sa raison. On cherche ici à accuser de manière éhontée, de crimes odieux, deux individus qui n'ont fait que s'aimer, que vivre pleinement, et qui ont dû pour cela endurer les pires souffrances. Ainsi, Hélène et Paris se sont retrouvées prises au piège par un destin qui a fait preuve d'une cruauté sans égale à leur rencontre. Mais retournons aux sources de cette tragédie. Parlons des causes plutôt que des conséquences. Derrière le mythe de la beauté universelle incarnée par Hélène se cache en réalité une victime. Toute sa vie durant, Hélène a été la proie si souvent malmenée de cette société qui ne reconnaît aucun droit aux femmes. Tout d'abord, alors qu'elle n'est qu'une enfant, elle est enlevée par Thésée qui veut faire d'elle son épouse. Imaginez un seul instant le regard de cet enfant terrorisé, ses larmes qui n'émeuvent en rien son bourreau, ses cris qui résonnent sans n'être jamais entendus. Mais cette épreuve n'était pas la dernière que ce si cruel destin réservait à Hélène. Comme lorsque cette figure paternelle, si dominatrice, incarnée par le roi Tyndare, fait le choix des plus abjects de trahir sa propre fille en la vendant au plus offrant. Ce père qui n'en est pas un, lui impose alors par pure cupidité un mari des plus odieux, sans faire preuve de la moindre empathie. Enfin, tandis qu'Hélène devient l'épouse du colérique, du brutal,
de l'insipide Ménélas, elle se voit privée à jamais de sa liberté et réduite au statut de femme trophée. Au fond, les hommes n'ont jamais vu en elle qu'un objet de désir, de passion, mais jamais une femme à séduire. Elle a maintes fois été bafouée et opprimée au plus profond de sa chair, sans pouvoir jamais se sentir libre de disposer de son corps, libre de disposer de sa vie. Tel était jusqu'à présent le destin d'Hélène, victime de sa beauté, mais victime avant tout de sa condition de femme. Comment peut-on alors lui reprocher d'avoir voulu, ne serait-ce qu'une seule fois, goûter aux affres d'un bonheur libre et aimant? Paris a été le premier homme à faire preuve de bienveillance et de considération envers elle, le premier à la gratifier d'un amour dénué de calcul ou de profit. En fuyant avec Paris, Hélène n'a point abandonné, elle n'a point déshonoré, elle n'a point trahi, elle a tout simplement aimé. Cette femme a fait un choix des plus admirables, tant il est empreint de sacrifices, mais également un des plus douloureux à vivre. Hélène a dû laisser derrière elle son histoire, son peuple, mais plus que tout, sa chère fille Hermione. Au fond, l'injustice fondamentale ne demeure-t-elle pas ici? Ne demeure-t-elle pas dans le fait qu'une fois encore, une femme se retrouve sur les bancs des accusés pour avoir simplement voulu vivre sa vie telle qu'elle l'entend, sans devoir subir l'oppression d'un système fondé par les hommes, pour les hommes? N'y a-t-il pas eu assez d'Alain Karénine, d'Esmeralda, ou bien encore de Carmen? Toutes victimes d'un système qui soumet, qui blâme, qui tue. Hélène aura bien une chance dans son malheur. Sa beauté, don des dieux, l'a sauvée d'une lapidation certaine. Alors je le clame haut et fort devant vous, mesdames et messieurs. Condamner Hélène, c'est condamner chaque femme qui fait le choix de mener une vie libre. Mais malheureusement, aujourd'hui, je dois le cœur lourd défendre non pas un, mais deux individus accusés injustement de faits dont ils ne sont en rien responsables. L'autre protagoniste se nomme Paris, fils du roi Priam et d'Écube, prince de Troie et victime collatérale de la manigance des dieux. Il est beau, il est jeune, il est valeureux. Il est également, comme beaucoup, téméraire, fougueux, naïf. Mais il est surtout innocent. Les prémices de son existence, à son dernier souffle, il a dû subir un destin qui n'a jamais été épargné par le jeu sordide des dieux de l'Olympe. Alors oui, certains diront de Paris qu'il fait preuve de faiblesse, de lâcheté et même d'égoïsme en amenant sur les terres de Troie cette femme dont la beauté est source de tant de malheur. Eh bien, je leur répondrai que Paris est certainement l'individu faisant la plus grande démonstration de courage. Tout commence lorsque Paris s'est choisi pour être l'arbitre de la beauté des déesses du haut du mont Ida. Ce prince, au trait d'une noblesse incommensurable, n'a pas fait le choix de la souveraineté proposée par Héra, ni celui de la gloire aux armes proposée par Athéna, mais il choisit l'amour d'une femme. Peu d'hommes sur cette terre peuvent se targuer d'avoir un jour fait preuve de tant de dévouement envers une femme et d'avoir tout sacrifié à cette cause. Paris aime Hélène, d'une ardeur telle qu'elle triomphe sur toute forme de raison et le pousse à séduire la femme d'un autre. Son seul désir est de pouvoir vivre auprès de la femme qu'il aime. Cela fait-il de lui un criminel? Certainement pas. Mais malheureusement, ce couple uni par un amour interdit n'est pas le seul à devoir subir un destin des plus injustes. Car oui, la guerre de Troie a été un épouvantable désastre, ne laissant la place à aucune humanité. Et dans un temps où les souffrances des victimes s'oublient si vite, les mots ne seront jamais assez justes, jamais assez parlants pour faire parvenir jusqu'à vous la réalité de la peine, de l'humiliation et de l'acharnement subi par les Troyens. Ce peuple, dont la souffrance ne peut être exprimée, a été offert en sacrifice au jeu sordide des dieux et des hommes. Mais comment peut-on blâmer celui qui a certainement le plus perdu lors de cette guerre irraisonnée? La vérité, mesdames et messieurs, se trouve ici. La vérité, c'est que la guerre, c'est le crime même. Durant toute sa vie, Paris a fait preuve d'une loyauté sans limite envers son peuple. Paris et Troie ne font qu'un. Il est né troyen et il est resté jusqu'à son dernier souffle. Il a défendu sa patrie, son peuple, sa cité. Et même lorsqu'il lui arrivait de croiser le regard de la mort et d'être alors plongé dans un profond désarroi, teinté de solitude, il continue à se battre pour ce en quoi il croyait.
Il a fait honneur à son rang lors de cette guerre en de maintes occasions. Mais il a excellé par son courage et sa détermination en décochant une flèche qui signe l'arrêt de mort de celui qui est considéré comme le plus grand héros de tous les temps, le dénommé Achille. Paris a fait offrande de sa vie pour défendre les Troyens et ce en quoi il croyait. Et à présent, voilà que ce peuple qu'il acclamait si fort lors de son retour de Sparte, ce peuple qui faisait l'éloge de sa beauté, de sa femme, ce peuple qui admirait sa bravoure, se retourne contre lui? Qui est donc coupable de trahison? Celui qui a sacrifié sa vie au nom de son peuple? Ou ceux qui veulent à présent faire régner l'injustice? L'on ne peut faire porter l'entier de la responsabilité de tous les maux, de toutes les horreurs, de toutes les larmes sur un seul homme. En ce lieu, l'on cherche un coupable à tout prix. Eh bien, je m'y oppose, et je m'offusque que l'on puisse encore à ce jour chercher à faire le procès d'un innocent. Je ne serai jamais du côté de ceux qui ont causé les pires souffrances, mais je me refuse à être du côté de l'erreur judiciaire. Alors je vous pose cette question, mesdames et messieurs. Quelle est la raison d'être de ce procès? Le sang et les larmes n'ont-ils pas déjà si injustement coulé? Faut-il encore que des innocents payent? Pourquoi les vrais coupables échappent-ils à un procès? Lors de ces 10 années de souffrance, les dieux, dont le narcissisme n'a d'égal que la cruauté, se sont lancés dans un jeu des plus sadiques pour savoir qui remporterait Troie. Ils n'ont jamais montré la moindre empathie pour nous autres misérables humains. Quant aux Grecs, Ménélas et Agamemnon en tête, ce sont eux, les véritables auteurs cupides et convoiteurs de l'anéantissement de tout un peuple. Ce sont eux qui ont vu les premiers en cette guerre l'occasion de terrasser ces si vieux ennemis que représentaient les Troyens. Avant de faire le procès des innocents, ne faudrait-il pas condamner les véritables coupables? Mais aujourd'hui, l'on ne juge pas la sanglante guerre de Troie. L'on ne juge pas la perfidie des dieux. L'on ne juge pas la cruauté des guerriers. L'on ne juge pas l'innocence du peuple troyen. L'on juge un homme, Paris, et une femme, Hélène, qui ont eu le malheur de s'être aimés, qui ont eu le malheur d'être pris au piège par un destin qu'ils n'avaient pas choisi. Et c'est bien cela qu'il faut retenir, si l'on veut rendre un verdict juste et honorable. Je serai bref. On aura tout entendu ce soir. On se croirait dans une publicité vantant les mérites de personnages qui sont pourtant abjects. On pourrait même croire qu'Hélène a choisi Ménélas. Rappelez-vous que la raison première pour laquelle Hélène a choisi Ménélas, c'est d'abord son argent. Et oui, c'était une des personnes les plus riches de Sparte, qu'il en est devenu même le roi. Croyez-vous qu'elle ait choisi Paris simplement pour sa beauté? Eh non, encore faux. Elle l'a choisi pour son argent. Tout le monde le croyait mort à Troie. On l'a exilé sur le mont Ida. C'est sans doute un bon parti. Quand il reviendra à Troie, peut-être qu'il pourra reprendre le flambeau, reprendre les richesses. Donc Hélène est mue par la cupidité. On a entendu qu'ils étaient victimes de sa beauté. On a même entendu qu'ils étaient amoureux. Pensez-vous qu'il s'agisse d'amour lorsqu'Hélène trompe Ménélas avec Paris, puis Paris, une fois mort, elle le piétine et va partir avec son frère, Déiphobe. Lorsque Déiphobe sera à nouveau tué par Ménélas qui revient, elle repart avec Ménélas. Ce n'est pas de l'amour pour moi. Hélène a toujours été opportuniste et elle choisit le meilleur parti. Elle change de mari comme de chemise. Enfin, on aura aussi l'argument selon lequel les dieux les auraient manipulés. Ils n'ont jamais été manipulés par les dieux. Ces personnages-là se sont pris pour des dieux, à tel point qu'ils se sont permis de choisir parmi eux, telle Paris, qui serait la plus belle parmi les déesses, ce qui a eu pour effet de semer la discorde dans le monde des cieux. En faisant cela, bien sûr, ils ont semé la discorde dans le monde des hommes pour mieux anéantir leur justice. J'en ai terminé. Mesdames et messieurs, je reviens vers vous pour vous poser une seule et unique question. Dans quel monde voulez-vous vivre?
Dans un monde où l'odeur putride de l'injustice devrait régner? Ou dans un monde où la lumière de la justice et de la vérité nous illumine tous? En accusant aujourd'hui Hélène et Paris, on nous accuse chacun d'entre nous. Hélène et Paris s'aiment, c'est un fait. La ville de Troie a été détruite, mais ce n'est en rien leur faute. C'est la faute de l'Olympe, l'Olympe qui est descendu bien bas. Les dieux ont joué un rôle des plus déterminants dans la destruction de cette ville et de tout un peuple. Il faut remettre les choses à leur place. Comment deux individus, deux êtres humains, peuvent être coupables de la destruction de toute une cité, de tout un peuple? Il y a de nombreux intervenants dans la destruction de Troie, mais certainement pas deux individus qui n'ont fait que s'aimer et qui ont été victimes toute leur vie de la machination des dieux, de la machination des hommes. Merci beaucoup.